porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal. Pour plein de raisons, d'ailleurs. L'occasion, c'est bien sûr ce livre. Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs. C'est un titre qui m'a tout de suite accroché. Je me suis sentie interpellée. Toi aussi, tu viens d'ailleurs, Ben, Isabelle. je viens d'ailleurs, effectivement. Il y en a encore qui ne savent pas parce que je suis tellement comme québécoise, Ben, tu sacres, alors, on pense que t'es une et je des dis nôtres. bâtard bien senti en québécois, n'est-ce pas? Puis les gens se plaignent pas trop, tu sais, quand je renvoie un petit sac comme ça, parce que j'aime bien rappeler, comme disait Pierre Falardeau, Feu Pierre Falardeau, mais mon Dieu, quel personnage fabuleux de notre histoire contemporaine, qui disait « Il y a certaines choses qui ne peuvent se dire qu'en sacrant ». Et je trouve que ça fait partie de l'objet culturel qu'est le sacre québécois. On en parlait pendant la pause avec Ruba Gazal, député de Mercier, donc co-porte-parole de Québec solidaire, qui vient de publier ce livre. Et il y a tellement de sujets à aborder avec vous, Ruba. On commence par le sac, c'est ça que je comprends. J'en parle pas dans mon livre, mais j'aurais dû. Oui, vous en parlez pas? Non, j'en parle pas, mais je pourrais, parce que sacré en arabe, pour moi, ça, je suis pas capable, parce que, surtout publiquement, parce que j'ai été élevée dans la langue arabe, c'est ma langue maternelle, j'ai commencé à apprendre le français uniquement quand je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans, mais en français, on dirait que c'est plus simple, c'est pas grave, parce que j'ai jamais été vraiment chicanée à l'enfance. Mais en arabe, c'est plus fort, là, je serais pas capable. C'est moins accepté. C'est moins accepté, et c'est aussi parce que j'ai été élevée là-dedans, comme si tu peux pas dire ça, c'est pas bon. Sinon, on te coupe un bras ou on te coupe la main? Non, mais je pense que une femme qui sacre en arabe, qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est plus, c'est pire. Mais pas parce que c'est arabe, c'est parce que j'ai été élevée là-dedans. Donc, pour moi, les sacs québécois, c'est comme t'apprends une nouvelle langue, t'apprends les sacs, ça passe un peu mieux. Alors que les sacs de la langue maternelle, c'est le fait que c'est ma langue maternelle plus qu'en arabe. Parce que là, il y a comme une charge beaucoup plus grande. C'est ce que je me rends compte, beaucoup plus grande parce que j'ai été élevée dans cette langue-là. Mais c'est très vrai ce que vous dites, parce que beaucoup de Québécois disent fuck comme si c'était few. Exact. Comme si c'était rien. Alors que des anglophones... Les anglophones, tu leur dis fuck, là. Écoute, moi, j'ai déjà eu un chum qui parlait juste anglais. Puis quand je disais, ben voyons donc, fuck, ça n'a pas de bon sens. Puis il me disait... Qu'est-ce que tu viens de dire? C'était vraiment... C'est exactement le parallèle. C'est ça. C'est le fait que c'est la langue maternelle, c'est plus fort. Il y a plus de charge. Mais c'est quoi le premier sac que vous avez appris, Ruba, quand vous êtes arrivé? Parce qu'on est arrivé à peu près au même âge. Pas la même année, mais toutes les deux presque en 10 ans. Et moi, je me souviens que j'entendais là, des enfants qui avaient des petits sacs des fois et tout. Ma sœur s'est même faite suspendre de l'école parce qu'elle avait essayé un sacre aussi. Pour nous, c'était comme... C'était une nouvelle affaire, le fun à essayer. Là, oui. Ben moi, tu sais, c'était une nouvelle langue. J'arrive pas à m'en rappeler. Tu sais, je suis arrivée 10, 11 ans... je sais pas, ça doit être tabarnak. Là. Ça doit. Hey, je viens-tu de sacrer, moi, à la radio? Ouais, non, mais c'est une bonne place où le faire. Pour aller dans ses souvenirs. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est comme... Bon, on va y venir aux souvenirs, puis on va parler de votre livre, mais là, je peux pas faire autrement que vous envoyer sur... Il y a plein de sujets. Le premier qui me vient en tête, c'est que vous savez que les gens, parlant de sac, les gens, surtout de Montréal, qui utilisent le transport en commun, ils ont beaucoup sacré contre Québec solidaire, là, parce que vous vouliez rien savoir par rapport à la loi 14 du ministre Boulay. Puis là, ben finalement... Ça a fini par presque vous donner raison de ne pas avoir changé d'idée là-dessus. On a eu raison de ne pas rentrer puis de se tenir debout face à un gouvernement autoritaire. Ouais. Dès le jour 1, c'est la nouvelle mairesse Soraya qui l'a dit. C'est toujours mieux, puis moi je lui ai parlé la fin de semaine passée, c'est toujours mieux une entente négociée qu'une loi imposée dans la gorge des gens, parce qu'on pète les problèmes par en avant, on a juste regardé les médecins. Je veux dire, on a une loi qui a été imposée. Est-ce que vous saviez qu'ils allaient régler? Est-ce que vous saviez, Parce que nous, on a fait une entrevue avec le ministre Boulay, là. Puis j'ai même dit, coudon, il avait l'air tellement confiant jeudi ou vendredi. Là. T'en souviens, Fred? Oui. J'ai même dit, ben là, vous avez l'air de savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Fait que là, il y a eu beaucoup étiez-vous au courant, vous aussi, que ça allait se régler finalement? Fait que vous aviez beau jeu de tenir votre bout, là. Non, pas. Je veux dire, on n'est pas sur la table des négociations. Alors que le ministre, lui, il a des négociateurs qui négocient pour la STM. Lui, il doit le savoir. Nous, ce qu'on sait, il y a le principe. C'est toujours mieux une entente négociée qu'une loi imposée. On le voit avec la loi 2 sur les médecins. Il n'y a pas plus de soins, c'est horrible. Ils sont en train de reculer alors que la loi est là. Ils devraient la retirer. Maintenant, ça, c'est le principe. Après ça, ce qu'on savait, puis moi, quand j'ai parlé avec Mme Martinez-Ferrada, elle me disait, je vais regarder si les négociations vont bien. Puis ce qu'on a su, c'est que les négociations allaient bien dimanche.
Mais après coup, quand le ministre a sorti sa loi matraque en disant « Je vous menace avec une loi », bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a pas dit de même. Bien, c'était pas comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la STM s'est un petit peu assise sur les mains en se disant « De toute façon, tout va être réglé. Il va y avoir une loi spéciale. » Eux autres, ils ont appelé ça loi Maillon. Mais vous avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de théâtre. Il y a eu beaucoup de théâtre parce que le ministre disait on veut pas de bâillon, on veut une procédure accélérée. Mais tout ça, c'est juste des petits termes parlementaires que tout le monde s'en sac. Parce que c'est une loi qui impose quelque chose. Mais y a-tu beaucoup de théâtre dans bien des dossiers, Oui, mais celui-là, j'y reviens, celui-là, il voulait qu'on joue dans son théâtre. Puis finalement, il a bluffé, puis il a dit pas de loi Bâillon. Nous, on était prêts. On s'en allait vers une loi la nuit parce que nous, on voulait pas embarquer dans sa dérive autoritaire où est-ce qu'il oblige des choses au lieu de laisser les négociations s'en aller. Une fois qu'il l'a retiré, on a eu une entente négociée. Pourquoi tout ce psychodrame est un théâtre? Puis pourquoi on est dans une situation aussi catastrophique? Ouais. Moi, je l'ai, ma carte STM, ma carte Opus. Tous les députés, toute ma vie, je l'ai pris pour travailler tout le temps, même comme député. Je sais ce que les gens vivent, c'est horrible. Ils étaient où, le gouvernement, quand le métro s'arrête parce qu'il tombe en ruine puis qu'il y a un déficit de maintien des actifs puis d'entretien? La raison pour laquelle on s'est trouvé dans cette situation-là, c'est à cause d'un sous-financement chronique d'un service public. Maintenant que tout le monde a compris que c'est très important, le transport en commun. J'avais quasiment oublié de vous poser une question sur le fond vert, mais là, vous dites, on va aller piger dans le fond vert, parce que là, vous dites sous-financier. Alors, le financement, on va le trouver où? Il n'y a pas d'argent nulle part. Il y a un fonds vert, qui est le fonds pour les générations futures. Ça sincèrement, ça m'apparaît être une très mauvaise idée. Là, ça, c'est la solution que nous, on essaye d'amener. On n'est pas au gouvernement. À ce que je sache, je ne suis pas première ministre. Non, mais vous essayez de faire avancer le groupe. Et Alexandre Leduc n'est pas le ministre du Travail. Puis là, tout d'un coup, on a l'impression, comme d'habitude, avec la CAQ, c'est le problème de... C'est jamais de leur faute, c'est de la faute de tout le monde. Pensez-vous encore aujourd'hui qu'aller piger dans le fonds vert, qui est un fonds, entre autres, pour l'environnement, les changements climatiques, pour éviter que nos enfants, on parle beaucoup des enfants aujourd'hui, là, que nos enfants payent encore plus cher. Mais on paye déjà le prix des changements climatiques. On va aller prendre dans le fonds vert pour payer pour les transports, pour le salaire des employés de la STM. Moi, je dis non. Il y a 1,8 milliard dans le fonds vert. Ouais. Nous, même en 2019, on disait il y avait un surplus. Là, on oublie parce qu'il y a un déficit de la CAQ. Il y avait un surplus budgétaire en 2019 et on avait demandé au gouvernement d'aller chercher de l'argent pour financer le transport en commun, pas juste à Montréal, mais partout au Québec, parce que ça laisse à désirer. Et il n'y a pas une seule occasion pendant toutes ces années où est-ce qu'on disait « Attention, ça va être la catastrophe, surtout au sortir de la pandémie à la STM. » Moi, je parlais avec des gens de la STM, pas les syndiqués, là, les méchants syndicats. Je parlais avec des gens de la STM sous le couvert de l'anonymat parce que j'avais le dossier de transport qui disait s'il le finance pas, là, on s'en va à la catastrophe. Et il n'y aura plus de service. C'est un service très important. Le gouvernement sourd d'oreille, fait la sourde oreille, il fait rien. Là, tout d'un coup, ils viennent découvrir que c'est essentiel parce qu'il y a des gens qui travaillent puis qui veulent améliorer leurs conditions de travail. Qui sont déjà vraiment tellement meilleurs que bien d'autres gens dans la société. Mais moi, je ne suis pas ici pour défendre les travailleurs de la STM. Je suis ici pour défendre les usagers des transports publics qui sont des services publics. Aujourd'hui, on parle des travailleurs de la STM. Demain, ça va être les infirmières. Après-demain, on a réglé, ils ont eu 17 mais après-demain, là, ça va être les profs. On a réglé avec les enseignants aussi. Non, mais c'est parce qu'il va y avoir d'autres négociations. Puis après ça va être les gens dans le secteur privé. Le monde ordinaire, là, quand est-ce que ça vient notre tour? Non, mais le monde... Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des usines. Les gens qui travaillent dans les usines, qui sont syndiqués, le gouvernement veut forcer, et faire en sorte que ces gens-là ne puissent, le moins de travailleurs possible, puissent aller au bout de leur négociation. Ce qui ne fait plaisir à personne, c'est la grève. Il n'y a personne qui aime aller en grève. Dans quelle usine vous avez travaillé? Moi, j'ai déjà travaillé chez Bombardier Aéronautique. J'étais en santé, sécurité et environnement. J'étais une conseillère gestionnaire en santé, sécurité et environnement. Fait que moi, je portais mon casque d'usine. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, mes bottes de sécurité. Puis je vais aller voir les gars puis leur dire « Hey, ta machine, faut que tu l'utilises comme ça. » Puis là, ils me regardaient puis ils me disent « C'est pas toi, ma petite fille, qui va me dire comment utiliser ma machine que j'utilise depuis 20 ans. » Moi, le monde des shops... C'est là où un petit sac, ça aurait été c'est ça! Un petit sac. Hey, mon ami! Moi, les travailleurs puis les gars de shop, là... Je connais très bien ça, puis c'est un monde que j'adore et dont je m'ennuie beaucoup. Il y avait toujours des femmes, elles étaient souvent en minorité, mais elles étaient toujours là.
Et c'est un monde que je connais parfaitement. Moi, pour aller travailler, là, je prenais pas ma voiture. Avec mon ex-conjoint, on avait une voiture. Moi, je prenais le transport en commun. Je m'organisais tout le temps pour habiter à un endroit où je peux prendre le transport en commun. Fait que des fois où je devais descendre du métro parce que le métro était arrêté alors qu'il fallait que je me rende au travail très tôt. En usine, on commence très tôt. Ben, je sais c'est quoi. Je l'ai vécu toute ma vie. Je suis pas sûre que François Legault ou M. Boulay l'ont déjà vécu. Eux autres qui viennent de découvrir que le transport en commun est important. Mais ça, que le transport en commun soit important, je pense qu'on le sait, puis on le savait, les usagers le savaient. Ben, c'était pas du tout évident. Ils n'ont jamais rien fait avec ça. Mais est-ce qu'on comprend quand même, comprenez le phénomène qu'à un moment donné, le contribuable peut pas non plus toujours payer les augmentations salariales et l'amélioration des conditions de travail des autres qui sont syndiqués. Moi, je ne suis pas autour de la table. On a un vrai problème, là. Dans les services, moi, je suis pas autour de la table. Mais ce que je sais, c'est que en général, Ruba, peu importe le type de négo, vous les avez nommés, là, tous les secteurs d'emploi là, qui... Je veux dire, il y a une caisse centrale qui est le contribuable. Tout à fait. Puis à un moment donné, le contribuable, il va dire, il va être tanné. Là. Ben, puis il est déjà tanné, je peux vous dire. Je le comprends qu'il soit tanné. On parlait des travailleurs et des gars de shop. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui nous écrivent. Puis eux, ils sentent que leur qualité de vie a diminué, leur pouvoir d'achat a diminué. Ils sentent que ça coûte cher. Ils sont inquiets par rapport à la dette. Donc, il faut répondre à ces enjeux-là aussi. Là. Totalement, je les connais. Mais si leur situation, puis il y a une inégalité, puis ils sentent que tout coûte cher, puis ils n'y arrivent pas, même s'ils font tout bon, là, puis qu'ils travaillent, c'est pas à cause des autres travailleurs dans le secteur public. Là. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Oui, exact. On divise le peuple. Ah, vous êtes gras dur. Vous, non. Donc, vous avez pas le droit d'essayer d'améliorer vos conditions de travail parce qu'en améliorant vos conditions de travail, moi, le gars d'usine, vous êtes en train de prendre mon pain. Ça, c'est diviser pour mieux régner. C'est la mauvaise... Le PQ, là... si on regarde les sondages, ça devrait être un gouvernement du Parti québécois. Toute chose étant égale par ailleurs, il peut se passer bien des affaires. Exact. Plus ils vont parler de la monnaie québécoise, puis moins ils se donnent une chance, à mon avis. Mais en tout cas, le Parti québécois, il va pas... Si on parlait de la loi des médecins, la loi 2, on vient d'en parler longuement à cette émission... Le Parti québécois va continuer. Là. Le Parti québécois est plutôt d'accord avec ça, que le statu quo n'est plus possible. Mais vous, à Québec solidaire, vous allez faire quoi? On augmente tout le monde, tous les médecins, 18 de plus. Non, jamais. Je veux dire... Mais vous allez faire quoi, mettons? Mettons que c'est un gouvernement solidaire. Qu'est-ce qui arrive avec les médecins? Nous, par exemple, pour les médecins, c'était clair, là, il n'y a pas de surprise pour personne. François Legault l'a découvert récemment, qu'est-ce qu'on proposait, parce qu'il n'est jamais au courant de ce qu'on dit. Il faut revoir la rémunération des médecins. Il faut qu'ils soient salariés. Il y a même des médecins... Fait que vous les mettez tous à salaire? C'est-à-dire que il y a une rémunération mixte, c'est très compliqué, mais c'est sûr que... on est bien bon pour comprendre ici. Oui, bravo. non, mais c'est vrai, les gens comprennent bien quand on leur explique. Il faut qu'il y en ait qui soient salariés, puis après ça, est-ce qu'il y a une autre portion de rémunération? Dans le système de santé, tous les autres sont salariés. Pourquoi est-ce qu'il y a un statut spécial pour les médecins qui soit différent? Mais ça, il faut pas le faire juste avant de déposer une loi puis de dire, moi, je mets mes gunbox puis je vais me chicaner avec tout le monde pour avoir l'air hot. Non, tu l'annonces à l'avance. Tu dis que c'est ça que tu veux faire, que tu veux revoir, c'est ce qu'on nous on dit. On veut la revoir et pour une question d'équité, on veut plus que les médecins s'incorporent puis essayent aussi d'avoir moins de sauver de l'impôt. Vous enlevez le docteur Inc. Ça, c'est fini avec c'était Couillard qui avait mis ça, mais il faut l'annoncer avant. Puis il faut préparer. Ça. Non, il n'aime pas ça, mais il faut préparer ça avant. Puis pas décider dès le début qu'on part en guerre, puis que ta loi Baillon est déjà écrite pour qu'elle soit passée en Baillon pour montrer que t'es fort. Non, ça se discute en amont, beaucoup en amont, puis il faut dire c'est quoi nos intentions. Nous, c'est ça qu'on va faire. Puis là, le reste, au lieu de commencer à diviser la population entre les petits travailleurs puis les gens qui gagnent bien leur vie, tous les travailleurs, il faut aller chercher l'argent là où elle est. Il faut aller taxer... les gens qui gagnent 25 millions de dollars et plus. Ça, c'est une proposition qui avait été faite. Au Québec, ils sont quatre. Non, mais il y en a. J'avais le chiffre qui m'échappe maintenant, mais au total, on va aller chercher 5 milliards. Okay. C'est à peu près 4 000 familles. On va s'arrêter ici, Ruba Gazal. Il y a de l'argent au Québec, il faut aller chercher là où il est pour les gens. Et pendant qu'on fait, on va compter le nombre de personnes qui font 25 millions au Québec. Mais on les a comptés. Justement, on va aller... Ou qui ont, là, c'est deux affaires différentes. Là, le faire à chaque année puis l'avoir dans son compte en banque, c'est deux affaires différentes. Tellement. On revient tout de suite après ceci. Si vous avez des commentaires, si vous voulez jaser vite avec Ruba ou si vous voulez poser des questions à la co-porte-parole de Québec solidaire, 1-877 827-2346 187 Cube Radio.